Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi en Perse. Par la grâce d'Ahura Mazda, ces nations me sont soumises, la Perse, la Babylonie, la Syrie, l'Arabie, l'Égypte, l'Ionie, l'Arménie, la Cappadoce, la Parthie, la Bactriane, la Sordiane, le Gondwadar, la Scythie. Tous ont respecté mes lois. Tout ce que j'ai commandé a été exécuté. Ces mots ont été inscrits en vieux perse, en élamite et en akkadien sur les falaises du mont Behestin, dans l'actuel ouest de l'Iran. Ils encadrent un relief colossal du roi des rois, debout un pied sur le cadavre d'un rebelle et la main tendue vers Ahura Mazda. L'empire de Darius Ier, qui s'étendait du Soudan à l'Ouzbékistan, était plus vaste que l'empire romain à son apogée. Les projets du roi étaient à la mesure de ces domaines. En Égypte, il a construit un précurseur du canal de Suez, achevé la voie royale longue de 1600 miles se reliant Suez à Sardes, et bâti une grande partie du vaste centre cérémoniel que nous connaissons sous le nom de Persépolis. Des artisans de toutes les parties de l'Empire furent appelés pour la construction des palais de Persépolis. Une inscription de l'époque mentionne des Grecs, des Lydiens, des Babyloniens et des Égyptiens. Le long des escaliers menant à la Padana, la grande salle d'audience, des équipes de sculpteurs ont taillé ce qu'on appelle les reliefs des tributaires, représentant des délégations de 23 nations apportant des cadeaux au roi. Parmi ceux qui apportent un tribut se trouvent 8 hommes en tunique à manches courtes, portant des vêtements pliés, des récipients et ce qui ressemble à des écheveaux de laine. Il s'agit des Ioniens, des Grecs de la côte orientale de la mer Égée, qui étaient sujets des Perses depuis le règne de Cyrus le Grand. Quelques années après la sculpture des reliefs des tributaires, les Ioniens se sont révoltés contre Darius, déclenchant ainsi les guerres médiques. L'histoire de cette lutte épique, où une coalition de cités-États querelleuses a tenu tête à l'empire le plus puissant que le monde ait jamais connu, est presque toujours racontée du point de vue grec. Essayons cependant d'imaginer la perspective perse sur ce conflit. Darius avait commencé à étendre son empire vers l'ouest bien avant la révolte ionienne. Il a conquis la Thrace, correspondant à peu près à la Bulgarie actuelle. Il a fait de la Macédoine un vassal perse. Il a envoyé une mission de reconnaissance pour cartographier les côtes de la Grèce continentale. Ce n'était probablement qu'une question de temps avant que Darius n'envahisse le continent grec. Cependant, le fait que les Athéniens aient envoyé un petit détachement pour aider les Ioniens rebelles a fourni au roi un casus belli opportun. 4 ans après la fin de la révolte ionienne et à la suite d'une campagne initiale stoppée par des tempêtes, Darius envoya une flotte d'invasion à travers la mer Égée. L'objectif premier était les riches îles des Cyclades. Ce n'est qu'après leur conquête que les Perses se sont dirigés vers leur objectif secondaire, qui était de punir les Athéniens. Darius espérait vaincre l'armée de la démocratie athénienne et forcer la ville à accepter Hippias, son ancien tyran, comme dirigeant fantoche perse. Comme chacun sait, les Athéniens ont fini par vaincre le corps expéditionnaire perse à Marathon. Du point de vue de Darius, cependant, il ne s'agissait que d'un revers mineur. En tant que nouveau maître de la mer Égée, il commença immédiatement à planifier une campagne plus ambitieuse contre la Grèce continentale. Mais la mort intervint. Le trône de Darius et l'invasion planifiée revinrent à son fils Xerxès. Dans nos sources grecques, Xerxès est dépeint comme le fils plus faible d'un grand-père, destiné à la chute à cause de son orgueil, ou hybris. Cet homme était sans doute plus complexe que ce mythe. Quels que soient ses défauts de personnalité, Xerxès a agi impitoyablement et efficacement pour réprimer les rébellions en Égypte et à Babylone avant de tourner son attention vers la Grèce. Hérodote, dont les histoires sont notre source la plus importante pour les guerres médiques, affirme que Xerxès était initialement réticent à attaquer les Grecs. Même si c'était le cas, il n'avait guère le choix. Marathon devait être vengé. Les plans de son père devaient être respectés. Une guerre de conquête réussie aurait massivement accru sa réputation. Même la simple marche à la tête d'une armée à travers ces territoires occidentaux aiderait à stabiliser cette région agitée. Les préparatifs logistiques de Xerxès pour l'invasion furent excellents. D'immenses dépôts de ravitaillement furent établis le long de la ligne de marche. Un canal fut creusé à travers la péninsule rocheuse de Lato. 2 ponts de pontons, assemblés à partir de 674 navires, furent posés sur les Hellespont. C'est par ces ponts que Xerxès mena, au printemps de l'an 480 avant notre ère, une armée destinée à effrayer la Grèce jusqu'à la soumission. Hérodote avance le chiffre follement exagéré de 3 millions de soldats. Un chiffre avoisinant les 100 000 est plus probable. Au centre de cette multitude se trouvait un char vide tiré par 8 chevaux blancs, symbolisant la présence d'Ahura Mazda. Xerxès chevauchait derrière lui,
suivi de sa garde d'élite des 10 000 immortels. Le roi des rois n'avait aucune raison de s'attendre à une guerre difficile. Aucune polis grecque ne possédait d'armée pouvant rivaliser, même de loin, avec la sienne. Bien qu'Athènes, Sparte et un groupement de petites villes aient formé une ligue pour s'opposer à lui, de nombreux Grecs refusèrent de s'y joindre. À mesure que son armée approchait, une ville après l'autre se ralliait à sa cause. Même l'oracle de Delphes commença à émettre des prophéties ouvertement pro-perses. Comme le sait quiconque a vu le film 300, la bataille des Thermopyles, destinée à retarder l'avance de Xerxès, ne s'est pas bien terminée pour les Grecs. Il en fut de même pour la bataille navale simultanée à l'Artémision. Après avoir été accueillis par la puissante ville de Thèbes, les Perses marchèrent sur Athènes, qu'ils conquirent et brûlèrent. Les Athéniens, réfugiés sur l'île de Salamine, avaient misé la survie de leur ville sur les remparts de bois de leurs navires. Xerxès n'avait pas besoin d'attaquer la flotte grecque à Salamine. S'il l'avait simplement bloquée, comme le suggéraient certains de ses conseillers, il aurait pu attendre que la fragile coalition grecque s'effondre. Cependant, le roi avait besoin d'une victoire spectaculaire pour justifier son expédition et envoya ses navires dans les détroits entre Salamine et le continent. Là, incapables de manœuvrer, ils furent éperonnés et coulés par centaines. L'armée perse resta intacte après la bataille de Salamine. Mais avec une flotte paralysée, l'invasion de Xerxès était confinée à la terre ferme. S'il voulait attaquer le Péloponnèse, il lui faudrait assaillir l'isthme de Corinthe, fortifié et défendu par les Spartiates. Comme les Thermopyles l'avaient montré, il était peu probable que ce soit une partie de plaisir. De toute façon, Xerxès avait déjà atteint ses objectifs principaux. Athènes était détruite. La majeure partie de la Grèce était conquise. Il n'était pas nécessaire de risquer davantage son prestige. Xerxès se retira à Sardes, dans l'actuelle Turquie occidentale, laissant derrière lui la majeure partie de son armée pour achever la conquête de la Grèce. L'affrontement décisif eut lieu l'année suivante. Tout comme Salamine, la bataille de Platée fut inutile du point de vue perse. Si le commandant perse avait attendu un peu plus longtemps, la coalition grecque se serait presque certainement disloquée. Mais comme Xerxès, et probablement sur ordre de Xerxès, il choisit le risque de la bataille. À Platée, Hérodote dit que les Grecs et les Perses étaient égaux en courage. Cependant, l'armure plus lourde des hoplites grecs fit la différence. Le commandant perse fut tué avec des milliers de ses soldats. Les survivants s'enfuirent vers le nord. Les Perses, comme l'a dit Thucydide, ont perdu la guerre à cause de leurs propres erreurs. Pour les Grecs, et surtout pour les Athéniens, les guerres médiques furent un moment clé qui définit leur culture. Les Grecs imaginaient qu'elles étaient tout aussi fondamentales pour Xerxès. Le cœur de la tragédie d'Échille, les Perses, décrit comment les lois du grand roi ne sont plus respectées, son tribut n'est plus collecté et son pouvoir est à sa fin. En réalité, cependant, à l'exception de pertes territoriales mineures en Thrace et en Ionie, les Perses n'ont subi aucune conséquence durable du conflit avec les Grecs. Pendant un siècle et demi encore, les rois perses continuèrent de régner sur la quasi-totalité du vaste territoire revendiqué par Darius. Ce n'est que la machine de guerre macédonienne et le plus grand chef militaire de l'histoire qui réussirent à renverser l'empire perse. Près d'un demi-millénaire après Alexandre, l'orateur romain Ctesidio rencontra un homme de Perse. Cet homme lui aurait dit que Xerxès avait gagné la guerre contre les Grecs. Il avait vaincu les Spartiates aux Thermopyles, brûlé la ville d'Athènes, imposé un tribut à la Grèce et était retourné victorieux en Asie. C'est peut-être ainsi que les guerres grecques ont toujours été perçues dans l'arrière-pays perse. Comme une campagne mineure dans un pays lointain et barbare. Ce printemps, vous pouvez vous joindre à moi pour une petite campagne dans un pays lointain, alors que je suivrai les traces d'Alexandre le Grand à travers la Turquie. Vous en saurez plus via le lien dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également des liens vers mes visites des ruines romaines en Espagne et dans la baie de Naples. Sur le Patreon de la chaîne Told in Stone, il y a une nouvelle vidéo de la rubrique Rome in Review sur la comédie Le Forum en folie, le lien est également dans la description. Sur ma chaîne de voyage Scenic Routes to the Past, je continue d'explorer les lieux les plus emblématiques de Grèce. Et sur la chaîne Told in Stone Footnotes, vous trouverez de nouveaux épisodes de mon podcast. Merci d'avoir regardé.